Bonjour à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Au programme de l'émission aujourd'hui, des nouvelles d'Anjac, l'évolution à l'œil nu, le plus ancien fossile connu, un nouvel homo et la mort de Lucie. On commence par une nouvelle étude de la chimie isotopique des os d'un ours des cavernes découvert en Belgique. Ces analyses montrent que la composition chimique de ces os correspond à celle d'un animal strictement végétarien et pas omnivore comme peuvent l'être beaucoup d'ours actuels. Ainsi, comme le panda, les ours des cavernes auraient pu être inféodés à une source unique de nourriture, un manque de flexibilité qui aurait largement contribué à leur extinction. On reste du côté des plantes avec l'annonce très contestée de la découverte de fractures compressives sur le squelette de l'australopithèque Lucie, qui suggère qu'elle serait morte en tombant d'une très grande hauteur, peut-être d'un arbre. Le principal argument en faveur de cette théorie est l'écrasement très caractéristique de la tête de l'humérus, l'os du bras, qui semble s'être enfoncé dans le corps de l'os. Les auteurs de cette étude soutiennent que ce type de fracture ne peut s'obtenir que lorsque, lors d'une chute, une personne consciente place ses bras en avant pour se protéger. Si la fracture s'était faite après la décomposition de la chair, alors les plus petits morceaux d'os manqueraient. L'archéozoologue français Christophe Grigaud souligne toutefois d'importantes lacunes dans ce raisonnement. Il déplore notamment que les auteurs de cette hypothèse ne se soient pas penchés sur la microstructure de l'os au niveau des fractures, un point capital puisqu'un os brisé alors qu'il était encore frais aura une cassure plus lisse qu'un os cassé une fois sec. Il note aussi l'absence de comparaison avec les cassures osseuses sur le reste de la faune provenant du même gisement et fait ironiquement remarquer que si de telles cassures devaient être identifiées sur des os d'éléphants, alors selon la même logique, il faudrait en conclure qu'eux aussi grimpaient aux arbres. Un très bon point qu'il est néanmoins important de souligner est que la copie digitale en 3 dimensions du squelette de Lucie qui a été utilisée pour cette étude peut être téléchargée gratuitement sur le site ilucie.org. N'importe quelle institution ayant accès à une imprimante 3D peut désormais imprimer son propre squelette de Lucie. Hominidés toujours avec la description officielle de cette mandibule d'un représentant du genre Homo découvert en 2013 en Éthiopie. La gracilité de la mandibule et la forme des molaires ne laissent aucun doute quant à l'appartenance de ce fossile au genre Homo. Avec son âge estimé à 2,7 millions d'années, cette mandibule fait reculer de 400 000 ans l'apparition des traits qui caractérisent le genre humain, ce qui fait de cette potentielle nouvelle espèce le plus ancien représentant de notre lignée. La description de plus de matériel et des analyses phylogénétiques permettrait d'en savoir un peu plus quant aux implications de cette découverte sur l'évolution de nos ancêtres. Après le plus ancien représentant du genre humain, voici maintenant venir le plus ancien fossile jamais découvert sur Terre. Il s'agit de stromatolites, des empilements de calcaire de 1 à 4 cm de haut, formés par des tapis bactériens il y a de cela 3,8 milliards d'années. Les analyses géochimiques soutiennent l'origine biologique de ces formations. Ces fossiles d'âge canonique font reculer de 220 millions d'années la date du plus ancien fossile connu, et ce nouveau record risque d'être quasiment imbattable. En effet, il n'existe presque aucune roche sédimentaire plus vieille que cet âge. Il y a 3,8 milliards d'années, la croûte terrestre venait, géologiquement parlant, à peine de se refroidir et était encore sujette à un pilonnage météoritique intense appelé le bombardement tardif. Ces fossiles montrent donc que ce que nous appelons les conditions propices à l'apparition de la vie il y a 4 milliards d'années sont en fait bien différentes de celles qui sont les plus favorables à la vie aujourd'hui. Alors que vient d'être découverte une exoplanète potentiellement habitable près de notre voisine Proxima du Centaure, voilà qui ravira les amateurs de vie extraterrestre. Toujours au Précambrien, nous terminons avec la classification du site paléontologique de Mistaken Point au Canada au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site est connu pour sa qualité de préservation exceptionnelle et pour être le plus ancien gisement de l'étrange faune d'Ediacara, la première apparition indiscutable d'une vie non microscopique. Il s'agit du premier site d'âge précambrien à recevoir ce statut prestigieux et sa classification devrait considérablement améliorer les efforts de conservation du site et son aménagement à des fins éducatives. Espérons aussi qu'il inspirera la classification d'autres gisements fossilifères précambriens exceptionnels au même titre. La curiosité du jour, c'est la découverte à Messel, un gisement allemand vieux de 48 millions d'années, du fossile d'un insecte dans l'estomac d'un lézard, lui-même dans l'estomac d'un serpent. Tous les trois sont parfaitement préservés jusqu'au brillant de la carapace du malheureux insecte. Au-delà de son aspect inhabituel et impressionnant, ce fossile, qui n'est pas sans rappeler le film Inception, représente un instantané de l'histoire de la vie de ces animaux. Inutile de spéculer sur qui mangeait qui, tout est préservé directement dans la roche. Ce fossile exceptionnel éclaire donc directement les paléontologues sur les interactions écologiques entre espèces lors de cette période lointaine. Pour la rubrique vintage de cette émission, je vous propose de revenir en 1958 dans l'Illinois au célèbre gisement de Mason Creek, un site connu pour avoir livré quantité d'animaux fossiles en tout genre et parfaitement préservés.
Cette année-là, il sera découvert une créature fossile étrange qui sera baptisée Tullymonstrum, le monstre de Tully, en l'honneur de son découvreur Francis Tully, et du fait que comme un monstre, il semblait sortir de nulle part. Avec son corps rondouillard et apparemment mou et sa trompe filiforme, Tullymonstrum ne ressemblait à rien de connu. Ce n'est pourtant pas un fossile si ancien que ça. Le gisement de Mason Creek date de la fin du Carbonifère, soit environ 307 à 310 millions d'années, ce qui en fait un site 200 millions d'années plus jeune que les schistes de Burgess, un endroit où là on s'attendrait vraiment à trouver des espèces inclassables. Cela était d'ailleurs d'autant plus frustrant qu'au fil des années, près de 1200 spécimens de Tullymonstrum se sont accumulés avec des états de préservation permettant de voir jusqu'aux organes internes, et pourtant rien n'y a fait, aucun indice ne permettait de comprendre d'où venait le Tullymonstrum et comment le classer. Les paléontologues ont donc eu, pendant plus de 50 ans, toutes les peines du monde à lui trouver une place dans la classification animale, jusqu'en 2016 où, dans un article paru dans la prestigieuse revue Nature, des paléontologues se sont posé une question toute bête, et si toutes ces années nous avions tenu le fossile dans le mauvais sens? Les paléontologues avaient en effet toujours considéré le monstre de Tully comme un animal à corps mou, donc un invertébré marin, peut-être un mollusque ou un ver. Ainsi, en regardant ses organes internes, ils interprétaient une longue structure tubulaire noirâtre parcourant certains des fossiles les mieux préservés comme étant le tube digestif. Mais tenir le fossile avec le tube digestif en haut fit changer toute leur perspective sur l'interprétation du monstre de Tully. En fait, il ne s'agissait pas du tube digestif, mais d'une corde dorsale, une sorte de proto-colonne vertébrale qui démontra que Tullymonstrum n'était pas un mollusque, mais un proche parent des poissons. Plus précisément, Tullymonstrum aurait sa place dans la classification animale aux côtés des poissons sans mâchoire comme les lamproies actuels. Il possédait d'étranges yeux pédonculés et sa trompe était en fait faite à partir du cartilage de la bouche formant un bras articulé terminé par une pince et des dents acérées. Il avait aussi des branchies tubulaires et sans opercules comme les lamproies actuelles. Il aura fallu un peu plus de 50 ans de questionnement pour qu'enfin un regard neuf soit porté sur les fossiles de Tullymonstrum et que finalement le mystère de sa classification soit résolu. Mais le mystère a quand même du bon puisque Tullymonstrum lui doit sa renommée et est donc devenu depuis 1989 le fossile officiel de l'État de l'Illinois. Le coup de cœur de cette émission, c'est la possibilité de visualiser la sélection naturelle et l'évolution en temps réel à échelle humaine. Beaucoup pensent que c'est impossible, mais les deux exemples qui suivent illustreront tout le contraire. Avis donc aux professeurs de biologie. Commençons par cette magnifique expérience montrant l'évolution sur 11 jours de la résistance à différents dosages d'un antibiotique de la bactérie Escherichia coli. De l'extérieur vers l'intérieur sont disposées des doses de plus en plus concentrées d'antibiotiques. Chaque nouvel individu mutant devient le fondateur d'une nouvelle colonie, une branche de l'évolution qui conquiert un espace jusqu'alors inhabitable pour l'espèce. C'est comme voir la phylogénie se dessiner devant nos yeux. Et pour ceux qui penseraient qu'il ne s'agit que d'une petite adaptation anecdotique, de la microévolution, il vous faudra bien réaliser que la concentration d'antibiotiques au centre est 1000 fois plus élevée que ce que les bactéries introduites à l'origine ne peuvent supporter. Ces bactéries ont évolué jusqu'à résister à ce qui serait pour nous comme plonger dans de la lave en fusion. Pour le deuxième exemple, nous sortons du domaine du microscopique et continuons avec un mammifère, le diable de Tasmanie. Voilà pas moins de 20 ans que ce marsupial carnivore subit une épidémie de la maladie la plus terrible qu'on puisse imaginer, un cancer contagieux. Les pauvres diables atteints de cette maladie développent des tumeurs sur et à l'intérieur de la gueule, puis meurent généralement en 6 mois. Étant donné la gravité de cette infection et à quel point elle est contagieuse, les diables de Tasmanie, déjà en sous-nombre avant l'épidémie, devraient avoir disparu depuis longtemps. Et pourtant, voilà maintenant 20 ans que ça dure, et ils sont toujours là. Il semblerait en effet que la maladie ait laissé derrière son passage une poignée d'animaux parmi les plus résistants. Ces animaux ont survécu et se sont reproduits, et aujourd'hui les analyses montrent que le génome de ces diables comporte pas moins de 5 gènes mutants codant pour le système immunitaire et la résistance au cancer. Des études sont encore nécessaires pour confirmer ces résultats, mais il semble bien que la sélection naturelle soit en train de faire son œuvre. La saison de fouilles vient de s'achever sur le site fossilifère français d'Anjac-Charente. Ce site, internationalement reconnu pour sa richesse en dinosaures et son sauropode géant, a encore cette année livré une belle moisson de trouvailles. Des fouilleurs d'Anjac ont accepté de nous faire un petit bilan des nouveautés de la saison 2016. On écoute Jean Godert et Laure Ozada, tous les deux fouilleurs à Anjac et doctorants au laboratoire de géologie de Lyon et au Muséum d'histoire naturelle de Paris, respectivement. Ouais, ce qui est vraiment surprenant, c'est la quantité d'os qu'on y trouve. C'est-à-dire que pour un néophyte qui arrive là, qui se demande si est-ce que je vais pouvoir trouver des fossiles, et surtout des autres dinosaures, dès la première journée, au bout de quelques coups de truelle, on a déjà des os d'ornithomimosaures, donc
le dinosaure autruche, Mimo. On a trouvé par exemple une bonne quarantaine de tibias droits d'ornithomimosaures, ce qui veut dire qu'on a au minimum une quarantaine d'individus, donc a priori un troupeau d'ornithomimosaures. Donc voilà, il faut expliquer comment ils sont arrivés là. Oui, donc on trouve des dents de crocodile de deux espèces, Goniopholis et Pholidiosaurus. Pour tous les fouilleurs, tous ceux que j'ai vus moi-même, quand on trouve une petite dent, c'est toujours un plaisir, même si c'est pas la pièce, l'objet paléontologique qui va révolutionner le site d'Anjac et la science en général. Après, donc, on trouve également des restes de tortues en abondance, beaucoup de plaques. Il y a déjà 2 ans maintenant, on a eu la chance de trouver une tortue, elle, complète, donc la carapace complète. Voilà, à côté de ça, on trouve aussi énormément d'os du fameux grand sauropode, donc dont le grand fémur, l'image un peu emblématique. Donc ce grand sauropode, c'est la première année qu'ils sont tombés sur ce grand fémur d'un peu plus de 2,10 m une fois remonté. On n'a pas trouvé que ce grand fémur, on a trouvé plein d'autres ossements fossiles appartenant à ce grand dinosaure sauropode. Donc oui, j'ai eu la chance de tomber, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, sur une espèce de, ce qui me semblait au début, un gros galet d'os de sauropode. Donc ce qu'on appelle galet d'os, c'est juste un gros bout d'os fossile qui a été transporté et roulé par le courant, qui devient tout rond et non identifiable par la suite. Il commençait à pleuvoir un peu, donc j'ai pris ce galet d'os et je l'ai remonté au niveau des tentes et on l'a frotté un peu pour voir quand même ce que c'était d'un peu plus près. Et il s'est avéré que c'était en fait une belle griffe de sauropode, donc plus exactement la phalange terminale d'un des doigts du grand sauropode. Et elle faisait 31 cm de long. C'était la première, mais depuis on en a retrouvé pas mal un peu partout sur le site. Maintenant, on commence à en avoir une collection assez sympathique. Ce qui était marrant, c'était le contexte de la découverte, puisque, donc, comme je t'ai dit, il commençait un peu à pleuvoir. À peine on se rend compte que c'est une griffe de sauropode. Et là, on a pris un orage sur la tête vraiment, vraiment énorme. Et Mazan qui poste après une vidéo donc, sur son blog avec intitulé la colère du grand sauropode. Voilà. Après la découverte de la griffe, le grand sauropode nous aurait envoyé ses pluies antédiluviennes. Ça reste un très bon souvenir. L'une des découvertes qui m'a fait le plus plaisir, c'est la découverte du plastron de la tortue. Mon collègue Renaud Bourget, qui à côté venait de tomber sur une plaque de tortue, il continue à fouiller autour, puis il se rend compte petit à petit qu'en fait cette plaque de tortue, il y en a d'autres à côté, et puis au final, il finit de dégager ça, et là on se rend compte qu'il a trouvé la carapace de la tortue au complet, un peu écrasée, mais au complet. Et juste à côté, donc moi je fouillais un peu à côté, je tombe également sur un morceau de tortue, mais le plastron cette fois-ci. Et pareil, je me rends compte qu'en avançant, en dégageant, que ce plastron est complet. Donc ça, ouais, je pense que c'est une des découvertes qui m'a fait le plus plaisir et dont je me souviendrai peut-être le plus. Chaque année, globalement, on retrouve un peu les mêmes fossiles. L'ornithomimosaure, bien sûr, le sauropode, le dinosaure, le grand dinosaure théropode carnivore, donc uniquement sous la forme de grandes dents tranchantes isolées. Les crocodiles, les tortues, le stégosaure, on avait trouvé dès les premières années quelques vertèbres caudales, donc des vertèbres de la queue. Et là, cette année, il s'est trouvé, les fouilleurs qui étaient là ont commencé par trouver beaucoup de vertèbres de ce stégosaure, de ce fameux stégosaure, notamment en fin de fouille, un jeune fouilleur, un nouveau de cette année, qui a eu la chance de découvrir une superbe griffe de stégosaure. Et à côté de ça, des pistes qui auraient été laissées par des stégosaures en fait, qui auraient marché là et laissé cette piste. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'était assez excitant avoir conservé une piste de stégosaures vieille de un peu plus de 130
maintenant peut-être un peu plus, 130 millions d'années. Ouais, c'est quand même excitant. Si on a des sauropodes, des stégosaures qui marchent, qui se promènent ici, on a vraiment la preuve que c'était pas non seulement un lieu d'enfouissement de fossiles, mais aussi un lieu de vie. Du coup, ouais, de la découverte par rapport aux autres années de ces nombreux os qu'on attribuerait qu'on attribue aux stégosaures, donc pas mal de vertèbres avec leur arc neuro encore en connexion, plus cette superbe griffe de stégosaures découverte sur la fin de chantier, associée à ces possibles pistes laissées par ces mêmes stégosaures. Ouais, c'était l'année du stégosaure cette année. J'ai commencé par fouiller en bénévole depuis 2010, donc le tout premier chantier de fouilles paléontologiques sur le site. Et donc depuis 2015-2016, j'y suis en tant que responsable de l'étude de paléoécologie. Donc j'encadre une quarantaine d'étudiants avec Ronan Alain et Jean-François Tournetti sur le site pour l'avancée scientifique de la fouille. Ce qui est vraiment intéressant sur le site, c'est vraiment l'accumulation d'ornithomimosaures. Donc on a plus de la moitié des ossements qui appartiennent à une seule espèce, donc une espèce de dinosaure qu'on appelle aussi dinosaure autruche. Alors on sait que c'est une seule espèce parce que anatomiquement on n'a pas de différence fondamentale qui nous indiquerait que ce serait des espèces différentes. On a plus de 50 individus donc de cette espèce. Par contre de différentes tailles, donc les seules différences anatomiques qu'on va trouver, ça va être des différentes proportions de taille. On peut comparer le profil d'âge, donc les classes d'âge d'ornithomimosaures à ceux qu'on retrouve chez les autruches actuelles. Donc les autruches actuelles peuvent faire des troupeaux de 50 individus. On aurait à Angeac enregistré un troupeau d'ornithomimosaures de plusieurs classes d'âge, donc qui ressemblent beaucoup au comportement des autruches actuelles. Donc, on a tout de suite pensé à une mort en masse d'un troupeau d'ornithomimosaures, c'est-à-dire qu'ils sont morts à quelques jours d'intervalle, au même moment et au même endroit sur le gisement. Vous voyez, une autre interprétation, c'est que les ossements se sont accumulés après la mort des individus qui sont morts à des moments et des endroits différents, et se sont accumulés ensuite par un courant d'eau, par exemple. Cependant, moi j'ai relevé énormément de traces de piétinement. Alors les traces de piétinement, c'est des traces laissées par des petits grains de sable sur les os lorsqu'ils sont piétinés par des animaux de grande taille. Ça laisse des rayures un petit peu dans tous les sens ou des patchs de stries parallèles. Et donc mon interprétation, c'est qu'on avait bien une mort en masse d'un troupeau d'ornithomimosaures, mais que après leur mort, les squelettes ont été désarticulés et les os ont été fragmentés et orientés dans tous les sens par un piétinement intense. En 2013, pendant les fouilles, j'ai fait une expérience de piétinement où j'ai demandé à 4 bénévoles de marcher sur des os dans les différents sédiments d'Angeac et j'ai trouvé exactement les mêmes traces que celles sur les ornithomimosaures. Mais cette année, la grande découverte de cette année, c'est les empreintes de stégosaures. Alors, au-delà des informations que ça va apporter sur la biologie des stégosaures et leur comportement grégaire, etc., parce qu'on a des petits, des moyens, des grands, donc a priori, ce serait une famille. Ça étaye beaucoup aussi notre hypothèse de chamboulement des squelettes d'ornithomimosaures dû au piétinement d'autres dinosaures, notamment les stégosaures. Pour en savoir plus, sachez que le site d'Angeac peut être visité chaque année pendant la saison de fouilles en juillet, et ce, gratuitement. Renseignements auprès de la mairie d'Angeac-Charente ou à l'office du tourisme d'Angoulême. Les fouilles sont aussi ouvertes aux bénévoles, mais attention, les places sont limitées, le contact est dans la description. L'info de dernière minute, c'est cette reconstitution surprise du dinosaure Psittacosaurus, la plus réaliste jamais faite puisque les paléontologues se sont basés sur les traces de pigments de la peau préservées dans la roche autour du fossile, ainsi que sur des expériences faites sur un modèle grandeur nature afin de déterminer quelle était l'apparence la plus plausible de cet animal. Ils en ont conclu que Psittacosaurus devait vivre en forêt et que ses couleurs devaient lui servir de camouflage. C'était Paléo News, merci de l'avoir suivi, un grand merci aux invités pour leur participation. Toutes les infos et les liens vers les actus sont dans la description. Abonnez-vous pour ne rien manquer d'anciens. À très bientôt.